Bonjour tout le monde et bienvenue dans le briefing des marchés du mercredi 16 février 2022. Avant de débuter, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques et je tenais aussi à vous dire que je serai absent à partir de demain jusqu'à lundi. Euh, Quelques jours de congé pour moi. Par conséquent, pas de briefing des marchés jusqu'à la fin de la semaine et je reviendrai mardi pour de nouveau animer ce briefing quotidien. Tout de suite, direction les marchés. On marque une pause. Ce matin, en Europe, Wall Street a quand même été soutenu par justement les espoirs d'un apaisement des tensions géopolitiques entre la Russie, l'Ukraine et les États-Unis, avec certains pays d'Europe aussi. Globalement, on a une détente actuellement sur les marchés, mais les regards maintenant se tournent vers les ventes au détail qui devraient être publiées à 14h30 et surtout le procès-verbal de la Fed. Donc les minutes de la Fed attendues à 20h ce soir. Donc hier, globalement, bol d'air très clairement en fait pour les marchés. L'espoir d'une baisse des tensions en Europe de l'Est a porté quand même la plupart des indices. Outre-Atlantique, les trois indices ont enregistré quand même de solides progressions au cours de la journée et surtout le Nasdaq, surtout les valeurs technologiques qui ont très clairement porté le Nasdaq. Donc, les tensions géopolitiques ont baissé après que la Russie a déclaré avoir retiré une partie de ses troupes près de la frontière ukrainienne, ce qui a bénéficié aux actions et a entraîné parallèlement une baisse des prix du brut en raison de l'apaisement des craintes concernant l'offre. Toutefois, ce matin, le baril de pétrole repart à la hausse. On fera le point dans la partie graphique. Sur le front économique, on a quand même eu un rapport du département du travail qui a montré que les prix à la production ont quand même bondi en janvier à un rythme 2 fois plus élevé que prévu, renforçant en fait les attentes des économistes selon lesquelles la Fed s'attaquera à l'inflation en relevant ses taux d'intérêt. Et là, très clairement, le consensus, que ce soit les économistes ou même les Fed Funds, table vraiment sur 50 points de base au mois de mars. Donc, c'est le scénario auquel il faut se préparer. À mon avis, on aura une hausse de 50 points de base et pas 25 points de base. Maintenant, en Europe, comme je vous le disais, on marque une pause dans l'attente quand même des indicateurs clés. On est venu combler les gros gaps qu'on a eu en début de semaine sur l'ensemble des indices, que ce soit le CAC ou le DAX. Bol d'air, comme je vous le disais, suite aux informations sur le début de retrait des troupes russes massées près des frontières de l'Ukraine. Effectivement, le ministère russe de la Défense a diffusé en tout début de journée une vidéo montrant une colonne de chars et de véhicules blindés quittant la Crimée annexée en 2014, en précisant qu'une partie des troupes allait regagner leur base. Toutefois, les pays occidentaux restent quand même prudents sur la réalité et l'ampleur de ce retrait. Et en plus, hier, Joe Biden a quand même remis un peu d'huile sur le feu en disant que, en tout cas, il a jugé qu'une invasion de l'Ukraine par l'armée russe restait une hypothèse probable. Donc, euh, soulagement, soulagement sur les marchés, le niveau de stress diminue, mais il y a quand même quelques inquiétudes. Voilà. Donc, on va continuer le dialogue diplomatique entre les grandes nations et je pense que le marché sera vraiment apaisé une fois que Poutine affirmera très clairement qu'il n'envahira pas l'Ukraine. L'autre grande inquiétude des investisseurs reste quand même la persistance de l'inflation. Si elle a ralenti un peu en Chine, elle a quand même dépassé encore une fois les attentes au Royaume-Uni en janvier pour atteindre 5,5% sur un an, son plus haut niveau depuis près de 30 ans. Donc là, pareil, l'inflation finalement explose partout dans le monde, que ce soit en zone euro, au Royaume-Uni, sauf en Chine, effectivement, où l'inflation est assez faible. Mais globalement, on constate que la plupart des pays développés connaissent une forte inflation en ce début d'année.
Maintenant, les investisseurs surveilleront à 14h30 les chiffres mensuels des ventes au détail aux États-Unis. En attendant, comme je vous le disais, le compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale à 20h. Donc là, très clairement, on devra avoir un peu plus de visibilité, je pense, même si, à mon avis, il ne faut pas s'attendre à de grandes surprises. La Fed ne va pas monter ses taux en urgence. Elle n'a pas envie de fragiliser le marché encore plus. Peut-être un peu plus d'indications sur la feuille de route concernant les hausses de taux, mais à mon avis, le marché a déjà pricé, je pense, une hausse de taux de 50 points de base, comme je vous le disais, pour le mois de mars. Dans la partie macro, ici, c'est un graphique concernant la probabilité d'un bear market. En tout cas, est-ce que les investisseurs pensent qu'on va avoir un bear market en 2022? Et globalement, la plupart des investisseurs, selon Bank of America, ne s'attendent pas en tout cas à ce que les marchés actions connaissent un marché baissier cette année. Donc là, 66% estiment qu'il n'y aura pas de bear market. Un graphique que je vais quand même garder sous le coude, toujours pertinent. Comme je vous le disais, en général, on dit que le consensus a souvent tort en bourse. Ce graphique me fait un peu penser aux derniers chiffres de l'inflation, où beaucoup s'attendaient à ce que l'inflation soit inférieure aux attentes ou égale au consensus. Au final, elle a été supérieure aux attentes, ce qui montre encore une fois finalement en bourse cette vérité que le consensus a souvent tort. Donc là, on est sur le mois de février et je vais essayer de retrouver ce graphique pour les prochains mois pour voir un peu comme le graphique qu'on avait de l'inflation, si elle est transitoire ou non. On avait beaucoup qui jugeaient que l'inflation était transitoire et au final, elle n'est pas si transitoire que ça. En tout cas, une inflation transitoire qui dure. Là, ici, concernant le bear market, pour rappel, un bear market, c'est une chute de 20%. C'est ce qu'on a eu sur le Nasdaq. Quasiment, je crois qu'on a eu 18%, sur le CAC, on a eu 10-12%, et je crois que le S&P est allé à 15%. Donc, on a délimité sur tous les indices les gros niveaux de support, que ce soit sur le CAC, le DAX, le S&P, c'est 4300 points par exemple, le Dow Jones, très clairement, pour l'instant, ça tient. On a des gros niveaux de support mensuels et hebdomadaires. Maintenant, on ne va pas se mentir, si le marché enfonce ces niveaux parce qu'il juge la politique monétaire de la Fed trop agressive, très clairement, on rentrera en bear market. En tout cas, je pense que si on casse ces gros niveaux de support, on devra avoir une correction plus profonde, pas forcément un crack de marché, mais une bonne correction de marché qui permettrait au marché finalement de souffler un peu. On pourrait chuter de 10, allez, peut-être un peu plus de 20%, comme en 2018. Mais en tout cas, on rentrerait effectivement dans une phase de bear market, sans pour autant, bien évidemment, parler de crack boursier. Actuellement, difficile d'envisager, je trouve, ce format-là, enfin ce scénario-là, mais je garde quand même en tête et je n'exclus pas une bonne correction de marché après des indices qui se sont quand même envolés depuis plus de 2 ans. Pour rappel, hein, le S&P en seulement 18 mois s'est envolé de 120%. C'est la plus forte hausse de l'histoire de la bourse concernant le S&P, donc sa meilleure performance en si peu de temps. Donc si on prend du recul, effectivement, une correction de 15-20%, bon, ce serait tout à fait légitime et ça permettrait derrière aux indices de redémarrer dans une hausse un peu plus saine, légitime et mieux structurée. Maintenant, effectivement, les risques restent en tout cas monétaires. Je vous présentais hier un graphique concernant les événements liés les événements géopolitiques, que ce soit les attentats en 2001, que ce soit les missiles, les tirs de missiles de Corée du Nord en 2017. Et on voyait qu'à chaque fois, on avait quand même un marché qui effectivement s'inquiétait, perdait 3-4%, mais globalement, ce n'était pas suffisant pour déclencher un bear market.
justement. Ce sont des événements qui créent de l'incertitude, des doutes, des prises de bénéfices, mais rarement on a vu, à cause de ces événements, un bear market derrière, sauf événements, comme on a pu le voir, on a vu moins 20%, c'était l'attaque de Pearl Harbor. Effectivement, le contexte n'était pas le même, étant donné qu'on était en Deuxième Guerre mondiale. Là, actuellement, on a quand même un risque qui pèse sur les marchés, qui va peser tout au long de l'année, c'est le risque monétaire. Et très intéressant de voir que on n'avait pas atteint un aussi haut niveau de risque depuis maintenant pas mal de temps. En fait, on est sur un record historique. La dernière fois, justement, ça remonte à 2018, vous voyez. Derrière, les marchés avaient justement plongé, en tout cas, n'avaient pas réussi à encaisser la 4e hausse de taux. La Fed avait procédé à 4 hausses de taux, dont une dernière au mois de décembre, et 2018 termina sur une année un peu catastrophique pour les marchés financiers. Donc là, très clairement, le marché pourra encore tenir, mais quand je vois actuellement que les économistes et les banques, ou même James Bullard parlent d'une hausse de 100 points de base d'ici juillet, on est quand même sur 5, 6, voire 7 hausses de taux. Donc forcément, je pense que l'élément pour revenir au chart précédent qui pourrait faire que le marché rentre dans un bear market, c'est très clairement le risque monétaire et les taux. Comme à chaque fois, on a des marchés qui sont quand même soutenus par les banquiers centraux, qui se sentent invincibles, qui ont connu la crise financière de 2008 et qui ont connu le choc lié au Covid. Tout ça, c'est remonté notamment grâce aux injections de liquidités des banques centrales, des taux bas. Donc forcément, si pour juguler l'inflation, on est obligé de passer par une réduction du bilan et par des hausses de taux consécutives dans les mois à venir, forcément difficile, en tout cas, je vois mal le marché réussir à enregistrer de la performance. Soit on va consolider dans un énorme range, comme c'est le cas actuellement sur les indices, mais si derrière le marché commence à perdre pied et il juge la politique monétaire trop agressive, qu'on a un assèchement des liquidités, forcément on va très clairement avoir du mal à faire de la performance et il est fortement probable derrière que le marché corrige. En tout cas, qu'on ait une année plus compliquée pour les marchés financiers et notamment sur le Nasdaq. Autant sur le CAC 40, on pourrait perdre peut-être 10%, évoluer dans un gros range, mais là sur le Nasdaq, plus compliqué, très clairement, puisque la hausse des taux pénalise très fortement les valeurs de croissance. Donc, un thème clé à surveiller tout au long de l'année. Il va falloir s'habituer et trader et investir avec cela, mais actuellement, le risque monétaire n'a jamais été aussi élevé. Donc, attendons de voir maintenant comment le marché va encaisser les hausses de taux, mais je m'attends très clairement à une année un peu plus compliquée pour les marchés à partir du mois de juillet-août, surtout lorsque la Fed va commencer à réduire son bilan, car à partir de là, on aura justement un assèchement des liquidités et ça va très clairement, à mon avis, freiner la hausse du S&P, voire potentiellement lui permettre de corriger. Côté graphique maintenant. Alors, avant d'aller sur l'USD CAD, allons voir les indices. Avec le CAC 40. Hop. Bon, un CAC qui évolue dans un range. Pour l'instant, balle au centre. On est venu combler ce fameux gap
Donc maintenant, si on casse les 7000, je viserai 7150, très clairement. Pour l'instant, balle au centre. Tenter des ventes ici, à mon avis, ça peut se tenter, mais c'est un peu tard maintenant. Pour l'instant, le marché tient, je trouve. Voyons voir sur des unités de temps un peu plus courtes. Bon, peut-être que certains ont tenté des ventes sur le comblement du gap. Effectivement, ça peut être une bonne stratégie, mais à protéger très vite. Derrière, comme je vous le disais, si on break les 7000 et la MM50, tout porte à croire que le marché va aller chercher les 7150. En tout cas, c'est un scénario, celui du trading range. Là, en données hebdomadaires, pareil, vous voyez, on pourrait, hop, de nouveau aller chercher notre Tenkan. Finalement, on a tenté de casser la Kijun, ça a bien tenu. Le fait qu'on soit repassé au-dessus, justement, les 6900, eh bien, montre que les acheteurs reprennent la main. Ici, pour moi, c'est une zone de neutralité. Si on la casse, objectif de court terme, 7067, soit la Tenkan, et derrière, aller chercher la borne haute de ce range. Donc actuellement, pas de plan de trading, sauf si on a une grosse bougie rouge ici en données 4 heures, pourquoi pas tenter une vente. Mais là, j'ai plutôt l'impression que le marché marque une pause, en fait, tout simplement. Qu'il reprend son souffle, qu'on ait une petite zone de neutralité, juste ici. Voilà. Donc, zone d'indécision, de neutralité. À court terme, les vendeurs reprendraient la main si on break les 6960. Donc, pourquoi pas tenter une vente pour aller chercher 6009 et de nouveau la borne basse. En revanche, si on break les 7010, alors on visera notre Platencan et ensuite la borne haute du range. Et là, il faudra procéder à une phase de trading range de moyen long terme sur l'indice CAC 40, dans l'attente d'avoir une rupture des deux bornes. Mais pour l'heure, voilà, on est au milieu de range, donc généralement au milieu de range, on ne fait pas grand-chose. Zone d'indécision ici, les acheteurs reprennent la main, enfin, le rebond se poursuivra si voilà, on repasse au-dessus. En revanche, risque d'essoufflement et de repli vers la Tenkan et les 6900 si on enfonce notre Kijun. Le DAX, je vous disais, la zone de short à surveiller pour tenter un dernier niveau, une dernière fois un short, c'était ici, cette zone-là, vous voyez, on est venu dedans. Pour moi, on a un très gros niveau, plat Kijun, Tenkan et même 50. Donc là, pour moi, c'était vraiment un niveau intéressant à travailler pour tenter une dernière vente. Je vous disais que si le marché clôture au-dessus de ce niveau, il faudra absolument arrêter de chercher des ventes. Les acheteurs reprendraient la main. Plus on ferait un avalement haussier sur la borne basse du range. Donc là, très clairement, ce ne serait pas bon signe. Là, on est en train de faire un début d'avalement, on pourrait faire un piercing pattern. La semaine n'est pas terminée, mais si on clôture cette semaine, je ne serai pas là pour faire le suivi tout au long de la semaine, mais si on clôture au-dessus de ce niveau, il faut arrêter les ventes et au contraire chercher des achats. Là, il y avait moyen de tenter une vente ce matin sur cette zone-là. Effectivement, pour moi, ça reste quand même un niveau clé, dans le sens où c'est une zone de convergence et on avait notre oblique baissière qui passait par tous les sommets, celle-là, mais c'était surtout voilà, celle-là qui m'intéressait, en données 4 heures. Donc celles et ceux qui ont tenté des ventes, stop loss au-dessus, on peut déjà mettre le stop à break-even et viser les 15 310. Je vais passer en données 4 heures. Ouais, on avait tracé cette oblique. Alors attendez, je vais nettoyer un peu le graphique. Hop, hop, hop. Effectivement, on a une belle oblique qui passe. On est venu taper notre MM, Kijun, quasiment titiller la Kijun et la Tenkan. Donc,
pour moi, des ventes, on pouvait encore une fois tenter quelques ventes ici. Mais si derrière ça casse, comme je vous le disais, il faudra vraiment arrêter de chercher des ventes. Là, pour l'instant, plutôt un biais baissier pour celles et ceux qui ont vendu, viser les 15 310, effectivement, puis 15 100 et le bas de range. Et je repasserai haussier sur le DAX en cas de clôture hebdomadaire au-dessus notre MM50, notre Kijun et notre Tenkan. Et là, je viserai 15 008, 16 000 et finalement, pourquoi pas un retour sur la borne haute du range. Mais pour l'instant, j'ai quand même le sentiment qu'il y a une pression baissière qui est encore présente, que les vendeurs se manifestent vraiment bien sur les gros niveaux techniques clés, qu'on peut prendre quelques points d'intraday à condition de vite mettre son stop à break-even. Celles et ceux qui ont vendu par ici vers les 15 500, 15 534, je pense que vous pouvez déjà mettre votre stop à break-even. Peut-être même prendre quelques points, c'est pas interdit. Mais l'idéal, voilà, ce serait de viser au moins les 15 310. On a un beau niveau de support, 15 310. Si ça casse, viser le prochain support. J'ai envie d'aller voir les futurs. On a vraiment un super niveau ici. Vous voyez, à chaque fois, une fois. Là, on a fait un gros excès 2 fois, 3 fois. Donc, c'est un niveau clé. Voilà. Si on casse, les acheteurs reprennent la main. Pour l'instant, les ventes au plus près ont l'air de fonctionner. Donc là, si je prends mon oblique et que je la fais passer, effectivement, on a des excès sur mèche. Et si je trace cet oblique-là, on est venu chercher au point près. Donc pour l'heure, pour moi, tant qu'on ne casse pas cet oblique, on peut continuer à chercher des ventes, mais à protéger quand même très rapidement. Vraiment protéger très rapidement des 15-20 points. Mettez votre stop à baie. Donc là, ça fait déjà quand même quasiment presque 100 points. Prendre des bénéfices, ça me paraît pas mal. Et puis derrière, espérer viser un peu plus bas. Et surtout, arrêter les ventes en cas de cassure de l'oblique et de clôture hebdomadaire au-dessus de notre niveau clé. Le Dow Jones, zone de neutralité, pareil, en données 4 heures. Pour moi, voilà comment je vois les choses sur le Dow Jones, mais ici, sentiment quand même que les acheteurs montrent de la force, donc plus prudent sur les ventes. Je vais enlever l'Ishimoku, mais là pour moi ici, zone de neutralité, 15 000, n'importe quoi, 34 800, 35 100, zone de neutralité, de range. Chercher des achats si on break les 50%. Je vais nettoyer le graphique. Si on break nos 50%, chercher des achats pour viser 61,8. À l'inverse, sous 34 008, de nouveau des ventes. Et ici, comme sur le CAC, un peu, on a une zone de neutralité. Excusez-moi. On a une zone de neutralité et sentiment quand même que les acheteurs montrent un peu de force. Il y a quand même un bon niveau à 35 100. MM50, 50%. Donc, si on casse ce niveau, très clairement, les acheteurs reprennent la main. On visera 34 500. Et de nouveau, finalement, on pourrait avoir un simple rebond et de nouveau s'essouffler si on repasse sous 34 008. Donc pour moi, c'est vraiment la grosse zone à travailler tout au long de la semaine aujourd'hui. Enfin, tout au long de la semaine et aujourd'hui. Si je bascule en données daily,
Voilà. Donc, et même 200, et même 54 heures, niveau des 50. Si on a un range et que certains veulent tenter des achats, eh bien, 34 008 pour espérer un retour ici. Si ça casse, on visera le 61,8. Maintenant, j'ai l'impression qu'on a retracé, à mon avis, 38,2 de cette vague de baisse. Surveillons. Non, on a fait les 50 aussi, vous voyez. Vraiment balle au centre, hein. On est sur les 50% de cette vague de baisse et on a retracé les 50% de cette petite vague de baisse. Donc là, balle au centre. Neutralité, d'où le mini range que j'ai cadré justement ici. Voilà. Pour moi, les acheteurs montent de la force, reprennent du poil de la bête, on poursuit les achats au-dessus de 35 100. À l'inverse, si d'ici ce soir, ça retombe sous 35 008, il faudra de nouveau chercher des ventes. Si on regarde un peu les futurs, c'est la même chose. On a les mêmes indications. On a retracé les 50%, et si je trace mon Fibo ici, on est pareil sur les 50%. On a une superbe zone ici. On a une belle zone aussi intermédiaire au-dessus de la tête avec la MM. Donc en fait, le plan, c'est là pour le coup, je trouve qu'on s'aligne parfaitement avec le cash et le futur. On a vraiment les mêmes zones. Indécision, petite pause, reprise de la hausse pour aller chercher la prochaine zone. Si on retombe en dessous, je viserai 34 390 et 34 000 points. Et là, j'ai beau le mettre en données 4 heures. Vous voyez, là, la ligne de coup du double top, on est pile poil dessus. Donc, pour l'instant, on a un flux haussier. Voilà, on a un petit flux haussier, ça tient, puisqu'on a break ce niveau-là. Donc, hors de question d'être vendeur tant qu'on est au-dessus de ce niveau, en fait. Bien au contraire, si certains veulent tenter des achats ici sur Signal, dans l'espoir d'aller chercher le haut de range à 35 100, pourquoi pas. Effectivement, ça fait un bon ratio. Et derrière, en cas de cassure, ça permet d'aller chercher le prochain niveau. Mais pour moi, zone vraiment de neutralité. Et très clairement, le flux repassera baissier en cas de cassure si on repasse sous ce niveau-là. Voilà un peu les grandes lignes sur le Dow Jones. Le Forex, c'est mou. Il ne se passe pas grand-chose, très honnêtement. Pas envie de mettre en place un plan de trading avant les minutes de la Fed, surtout sur l'euro-dollar. Bon, on bute sur les 1,1370. Dans l'idéal, j'aimerais un retour sur les 1,1460. J'ai toujours un peu de mal avec les stratégies de short ou d'achat sur des résistances et des supports à l'intérieur de range. Mais je pense qu'il va falloir opter pour ce genre de stratégie, car comme je vous le disais en introduction, hier, je sens qu'on va avoir un range larvé, compliqué, avec des mouvements incomplets. Voilà. On n'aura pas de belle rotation complète. Là, si on est à 1,1370, je ne serais pas étonné qu'on retombe à 1,1270, qu'on se fasse un range dans un range. Petite oblique haussière, mais j'ai encore du mal à cadrer cette paire. Très honnêtement, quand je ne sais pas, je préfère rester à l'écart. Et là, pour le coup, j'ai eu beaucoup de mal avec l'euro-dollar. Je n'arrive pas à voir et à comprendre sa dynamique. La lecture des prix n'est pas évidente non plus.
Malgré mes retracements de Fibo, bon, on a fait les 50%, on est sur les 1,1370. Mais est-ce que j'ai envie de vendre ici? Pas spécialement non plus. Même si on a un bel avalement, je peux comprendre. Mais comme je vous le disais, pour le coup, je pense qu'il faut laisser passer le procès verbal, les minutes de la Fed, et ça permettrait en tout cas que l'horizon se dégage un peu sur cette paire. Je sais que certains y verraient une épaule, tête, épaule inversée. Là, on est en train d'effectuer le pullback. C'est possible aussi. C'est possible aussi, effectivement. Si on trace un peu, voilà. Épaule, tête, épaule, pullback. Voilà pourquoi j'ai pas envie d'être vendeur ici. On bloque sous résistance, mais cette figure m'embête un peu. Et dans ce cas-là, voilà, je préfère attendre de nouveau les 1,1460. Bon, j'espère qu'on aura un peu plus de visibilité à mon retour, mais en tout cas, éviter d'être voilà, d'aller sur ces marchés piégeux et surtout laisser les minutes de la fête se passer ce soir tranquillement et ensuite revenez sur vos graphiques et on verra si cette figure de retournement a fonctionné ou pas. Voilà. Mais pour moi, sur l'euro, j'ai beaucoup de mal en ce moment à lire cette paire. Je la sens très piégeuse, si vous voulez mon avis. Voilà. Donc, je préfère aller sur des paires où on a une meilleure visibilité. NZD-CAD, bon, toujours dans le plan vendeur. Petite frayeur hier, mais ça retombe. Donc pour moi, toujours dans ce plan baissier, avec notre stop loss au-dessus de la kill jaune, très important. Maintenant, il faut qu'on casse les 0,83. Si ça devient dur psychologiquement pour tenir ce trade, après la petite frayeur qu'on s'est fait hier, prenez des bénéfices ici, un premier TP, comme ça au moins vous financez votre stop loss. Vous le laissez, mais au moins ça finance votre stop loss. Celles et ceux qui ne veulent pas prendre de bénéfices, eh bien, attendront la cassure des 0,84 pour mettre le stop à break-even et ensuite viser les 0,83. Voilà, le plan n'a pas changé, on fait du surplace sur le NZD CAD, mais je garde quand même un biais baissier sur cette paire. Donc je ferai le point à mon retour et on verra si ce trade a fonctionné ou pas. L'USD CAD, toujours le range à surveiller. Le range ou un triangle. Vous voyez, là pour moi on a un gros niveau de support à 1,2660. Si ce niveau casse, pourquoi pas tenter une vente? Effectivement, cas de cassure, un stop loss au-dessus et viser un retour sur notre oblique. Par exemple, ça pourrait être un bon niveau à aller chercher. Et plan haussier, cassure des 1,28. Parce que là, on consolide sous résistance. Effectivement, si on sort par le haut, on pourrait potentiellement avoir un petit fanion, mais j'attendrai les 1,28 pour éviter d'avoir un bull trap. Et là, un stop loss par ici pour viser 1,29. Bon, on n'a pas de belle rotation complète. Pareil. Est-ce que c'est un range ou on va quasiment mettre ça dans un drapeau? Bon, il faut vraiment qu'on casse les 1,2645. Voilà, si on break en clôture les 1,2645, je pense que tenter une vente avec un stop loss au-dessus des 1,27,
pour viser les 1,25-45, voire l'oblique, ça me semble pas mal. Et pour l'heure, rien à faire. Voilà, balle au centre, on consolide toujours. Mais je pense qu'on est en train de, voilà, on consolide, le marché reprend son souffle. Mais je m'attends à voilà, un bon mouvement directionnel sur cette paire. Ce serait bien d'être présent au bon moment. GBP USD, on a plein de paires en fait dans ces configurations-là où il ne se passe rien, on est dans des ranges, mais on n'est pas sur la borne basse ni sur la borne haute, on est en plein milieu et là le GBP USD c'est la même chose. Donc j'ai pas de plan de trading, je fais juste un petit point sur cette paire car je sais que beaucoup la regardent et la trade, mais très honnêtement, en toute franchise, totalement neutre sur cette paire. Pour moi, on est prisonnier entre deux gros niveaux. Une résistance ici, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, ça passe toujours pas. Le bas de canal en pullback, pareil, cinq ou six fois, toujours pas cassé. Bon, on affine en données 4 heures et ça permet de cadrer le marché en fait. Et de se dire, ok, si on a une belle clôture 4 heures, sous ce niveau, on peut tenter une vente, viser un 34,60, un peu plus bas. Derrière, tenter un achat si on clôture au-dessus des 1,36. Dans le sens où, oui, on a un range, mais ici, en fait, c'est que de la mèche. Donc, en données daily, on n'a jamais réussi à clôturer au-dessus de ce niveau. Donc, derrière, si on a une belle clôture daily qui est confirmée et que ça ne nous fait pas une mèche comme ici, voilà. Donc, de nouveau, tenter un achat, un stop loss. J'aimerais bien passer le stop loss sous la MM50 pour viser derrière la MM200. Et derrière, 1,38. En tout cas, ce serait ça l'objectif. Un TP1, un TP2. Mais affiner ce plan, surtout en données 4 heures, car pour l'instant, c'est vraiment un marché piégeux. Beaucoup de mèches, des faux signaux, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Donc, on affine sur des unités de temps plus courtes, 4 heures, horaires, mais surtout 4 heures. Voilà, je trouve que ça, c'est l'unité de temps la plus pertinente actuellement sur cette paire. Le gold. Ça repart, le gold. C'est plutôt pas mal. La divergence a fonctionné. Elle est où la divergence? 4 heures? Non, 15 minutes peut-être? Ouais. Ouais. Elle est là. Tac. Donc ça a permis une fin de baisse au moins, cette petite divergence pour celles et ceux qui sont rentrés ici. Donc logiquement, elle a été validée là, à 1850. Votre stop loss est ici, 1843, pour celles et ceux qui sont en mode trading. Les investisseurs plus long terme, on a placé un stop loss par ici, 1820. Donc maintenant, tout dépend de votre profil et de votre horizon d'investissement. Pour l'instant, on est dans un range. Je vais basculer sur des unités de temps un peu plus hautes. Donc, la div 15 minutes fonctionne. Derrière, on a eu un beau chandelier. Et là, il faudrait breaker ce niveau-là. Ce serait juste parfait. Voilà, on a fait un gros pullback pour moi. En tout cas, ça reste haussier. Le marché est monté un peu haut, un peu fort, un peu vite. Ça avait besoin de souffler. Pullback, ça tient. Bon, il faudrait repartir doucement. La MM50 qui remonte plutôt bien aussi. Et derrière, si on break certains niveaux, ça permettra justement à celles et ceux qui ont placé le stop ici de remonter le stop petit à petit. Mais voilà, pour l'instant, le plan reste le même, haussier. Les traders court terme, stop loss ici. Investisseurs long terme, stop loss plus large. En données weekly, on est toujours sur un pullback. Vous voyez,
Pour moi, on est sur un magnifique pullback. Je reste haussier et je vise clairement 1910. En données daily, bon. D'un point de vue technique, effectivement, hier, je me suis amusé à mettre un objectif théorique. Si vraiment on a une sortie de triangle, ça donne un objectif théorique de retour vers les précédents plus hauts, en fait. Donc bon, on verra en temps et en heure. C'est vrai que je me suis juste amusé un peu à voir ce que ça pouvait donner si vraiment l'or repartait dans une belle dynamique haussière. Et ça pourrait faire un redémarrage en fait sous forme de soucoupe. Et l'or aime bien faire des redémarrages en soucoupe. Vous voyez, comme ici. Tac, redémarrage en soucoupe, redémarrage de très long terme en soucoupe. C'est vraiment une manière, en fait, une structure des prix qu'on a sur ce marché qui est assez impressionnante. C'est ce pattern qui revient à chaque fois. Et donc là, sur un pattern de long terme, ça pourrait faire ce redémarrage-là en soucoupe de nouveau. En tout cas, je reste positif dessus. J'étais un peu inquiété de l'avalement baissier. Et comme je vous le disais, l'avalement baissier aurait cassé les 1850. J'aurais été plus prudent, car on aurait enfoncé un niveau de support. Là, le fait que l'avalement baissier se produise, enfin, se termine au-dessus d'un niveau de support, montre finalement que les vendeurs n'ont pas montré tant de force que ça. Et que par conséquent, il s'agirait d'un pullback selon moi. Et que le flux reste haussier et qu'on est bien orienté pour aller chercher la prochaine zone. Effectivement, il y a quand même une petite résistance de court terme. Donc les traders qui ont joué la divergence prendront des bénéfices ici sur les 1870. Mais derrière, si on break, il faudra aller chercher les 1910. Le Brent, je suis tiraillé sur le Brent, sur les différents signaux qu'on a eus. Entre... Non, on l'a validé. Entre la divergence qui a été validée avec l'étoile du soir, la cassure des anciens plus hauts, hier en clôture, et la cassure Tenkan Kijun dans le sens du flux en données 4 heures, qui est un signal technique haussier. Donc là, très clairement, je suis vraiment tiraillé sur ce marché. Entre un signal haussier 4 heures, un signal de poursuite du flux haussier 4 heures, et un gros signal baissier daily. Par conséquent, j'ai un peu de mal aussi avec le pétrole actuellement. Ce qui m'embête dans ce signal, c'est le fait qu'on n'ait pas réussi à casser la Tenkan. Et ça, je trouve que c'est un point négatif pour valider complètement le signal. Peut-être que je me trompe. Mais Et le pattern est incomplet aussi. Normalement, pour qu'il soit complet, il faut que cette bougie clôture dans plus de 50% du corps précédent. Et là, j'ai beau prendre mon Fibonacci, si on trace les 50%, c'est ici. Et on a clôturé même pas. Voilà, on a fait 23,6 à peine. Normalement, pour qu'il soit confirmé, ce pattern, c'est au moins 50%. Ça aurait été parfait de clôturer à 38,2, ça aurait permis de casser la Tenkan. Donc, c'est ça qui me dérange, c'est que ce pattern, en fait, est incomplet sur la troisième bougie, mais la divergence est validée. D'un autre côté, notre Tenkan tient. Bon, finalement, peut-être pas de plan baissier. Je vais aussi rester à l'écart. Voilà. Quand je ne sais pas, je préfère vous le dire. Et là-dessus, grosse indécision de ma part sur le pétrole. Je trouve qu'on a des signaux contradictoires.
en daily et en 4 heures. Et effectivement, la cassure Tenkan Kijun est parfaite. Hein. Pour le coup, fausse cassure soutenue par MM200, belle cassure, pour l'instant ça tient, Chikou libre, on repasse au-dessus des plus hauts. La tendance de fond est ultra haussière. Donc pour moi, c'est ce pattern, en fait, ça arrivait ici, j'aurais pas hésité à vendre, à passer vendeur malgré la cassure technique. Là, en fait, on n'est pas sous résistance. Donc, j'ai un peu de mal. Et je pars du principe que le pattern a une probabilité de dysfonctionner. Donc pour moi, je vais garder quand même le biais haussier. Peut-être que je me trompe, mais je n'ai pas envie de passer vendeur tout de suite sur le pétrole. Après, il est libre à chacun de se faire sa propre opinion. Mais pour ma part, comme je vous le disais, je suis tiraillé entre les signaux baissiers incomplets et le signal haussier que je viens d'avoir à l'instant donné 4 heures. En tout cas ce matin. Donc voilà, quand j'ai pas suffisamment de visibilité, en toute honnêteté, je préfère rester à l'écart et focus des actifs où on a en tout cas un peu plus de visibilité et de flux comme le gold par exemple. Mais là c'est la même chose ici. Cassure Tenkan Kijun, Chikou libre de tout obstacle. Et regardons la tête de la bougie. Voilà, même chose, le pattern il est incomplet. Incomplet, on n'a pas retracé, on n'a pas clôturé dans plus de 50% du corps de la première bougie, mais on a validé la divergence. Effectivement, je le reconnais. Mais je ne suis pas convaincu pour autant. Voilà, c'est pas parce qu'il y a une divergence qu'il faut absolument vendre. Pour moi, il y a d'autres, j'ajoute d'autres critères pour renforcer la probabilité. Et là, le fait que ma Tenkan ne soit toujours pas cassée, que ce pattern soit incomplet et que derrière, finalement, ça me fait une cassure Tenkan Kijun en 4 heures, j'ai du mal. Et ouais, super propre. Hein. Bon, je garde toujours un biais haussier, dans l'espoir qu'on aille chercher finalement les 96-60. Après, si certains veulent tenter des ventes, bien évidemment, ce n'est pas interdit, mais pour ma part, en tout cas, je n'enverrai pas de plan de trading sur cet actif pour l'instant. Donc, on fera le point la semaine prochaine. Et on verra finalement si les signaux daily ont dysfonctionné ou pas. Le BTC à la croisée des chemins. Voilà. Tac. Voilà la vue long terme qu'il faut avoir. Redémarrage haussier, confirmé, reprise d'une dynamique haussière si on break les 45 000 $. On validerait cette magnifique épaule tête-épaule. Donc, je pense qu'il faudra payer le BTC au-dessus des 45 400, mettre son stop par ici et viser les différentes résistances. Objectif théorique, aller chercher cette grosse zone juste ici. Donc 53 250. Voilà le plan acheteur. Maintenant, il faut valider la figure en fait, car là, on reprend de la hauteur, mais il faut breaker l'ancien top ici pour repasser dans une dynamique haussière. Et tant qu'on n'a pas breaké ce top, j'estime juste qu'on a un début de reprise haussière, mais qu'il est encore trop tôt pour affirmer que le BTC est reparti dans une véritable dynamique haussière. Pour l'instant, on est à la croisée des chemins. Le plan, c'est toujours le même. Il n'a pas changé depuis la semaine dernière, si ce n'est que j'avais pour objectif de viser les 41 000 $ pour justement payer sur la deuxième épaule. Malheureusement, j'ai pas eu ce point d'entrée. Par conséquent, patience et soyez à l'affût lors de la cassure des 45 000 $.
car là, il ne faudrait pas qu'on retombe. Si on retombe, vraiment invalidation de l'épaule tête épaule, et donc range à venir. Et qui dit range, forte probabilité d'aller chercher le gap. N'oubliez pas qu'on a un gap sur les futurs. Donc là, si on retombe, on invalide l'épaule tête épaule, phase de trading range entre 45 000 et 41 000. Ne courez pas après le papier. N'oubliez pas qu'il y a un gap qui est juste ici et que par conséquent, le marché a une mémoire et il viendra chercher ce gap. Donc la zone à payer derrière, ce sera un retour sur l'oblique et les 38,2. Voilà. Voilà le plan à l'achat sur le BTC si on retombe. Cassure 45 000, stop loss ici, ou retour comblement du gap sur les futurs, on paye sur les 38,2, stop loss sous la zone. Voilà le plan. L'Ethereum, il semblait qu'on avait mis, nettoyer le graphique, alors, affiché une semaine, ok. Donc là, très clairement, gros niveau au-dessus de la tête pour aller plus haut. MM50, Platencan. Effectivement, si on break, je viserai Makijun. 3515 dans un premier temps, puis 3675 pour l'heure. Vous voyez, ça fait 3 semaines qu'on bute sous notre MM50, plus la Tenkan qui vient renforcer ce niveau. Donc là, à surveiller pour chercher des achats. Maintenant, en données daily, effectivement, la cassure de cette oblique et la reprise à l'intérieur de ce canal avec un magnifique pullback, c'est intéressant. Effectivement, on ne peut pas passer à côté. On a quand même toujours une surperformance de l'Ethereum par rapport au BTC. Néanmoins, je serais plus serein si on cassait les 3250. Voilà. Moi, c'est un gros niveau. Et là, pareil, on serait vraiment dégagé derrière pour aller chercher au moins les 3650, 675 $. Donc, belle bougie hier. Pullback actuellement sur M50 et Tenkan. On bloque en hebdomadaire sous la M50 et notre Tenkan. Donc, on est vraiment, vous voyez, un peu dans ce micro-range. Au-dessus de la tête, on a la M50 ici, le plat Tenkan, et sous les pieds, actuellement, on a la M50 et le plat Tenkan. Donc, vraiment, phase de range entre ces deux niveaux daily et hebdomadaire. Maintenant, si on est dans un canal, pourquoi pas, en cas de retour, venir tester notre oblique. Pour rappel, il y avait celles et ceux qui étaient rentrés sur l'avalement ici. C'était notre zone qu'on attendait. Les autres sur la cassure. Peut-être que certains ont pris des bénéfices. On n'est pas venu tester la zone haute. Je trouve quand même que c'est un beau point d'entrée. J'avais oublié, mais c'est vrai qu'il y avait ce range et certains normalement ont dû payer sur la cassure de ce range. Derrière, c'est parti. On avait mis un stop loss ici. J'hésite à vous proposer un stop loss à break-even pour tout le monde. À vous de voir. Si certains ont pris des bénéfices un peu dans la hausse, eh bien, laissez votre stop loss sous la zone. Comme ça, il est financé. Si vous n'avez pas pris de bénéfices, pensez éventuellement à remonter votre stop. Bon, personnellement, j'ai bien envie de le laisser tel quel, car je me dis, si on tape sur l'oblique, ce serait vraiment dommage de se faire sortir, alors qu'on est dans le bon sens.
Donc à voir aussi ce soir, peut-être que le FOMC va créer un peu de mouvement sur les cryptos. Donc surveillez à partir de 20h, je pense qu'on pourra avoir des mouvements justement sur les cryptos derrière, une nouvelle fois. Donc laissez le stop tel qu'il est, peut-être que certains se sont payés. Pour l'instant, vous êtes en gain. Si le marché repart, eh bien là, on remontera le stop. Mais si vous voyez que ça commence vraiment à dégringoler, restez pas en mode espoir, mettez votre stop à break-even et il faudra chercher à se repositionner finalement au plus près des 2875. Ah, mais pour l'heure, on est sur un gros pullback de la MM50, donc j'estime qu'il y a quand même du flux aussi. Et puis il y a eu un retour des volumes là dernièrement sur les 2 dernières bougies par rapport aux bougies de baisse, au retour des acheteurs, donc ça me plaît bien. Mais il faut agir rapidement sur les cryptos. Effectivement, on a hop, un petit niveau de support intermédiaire juste là. Tac, tac, tac. Tant qu'on n'enfonce pas les 3060, on reste dans le plan à l'achat et on laisse le stop juste en dessous. Si on casse les 3250, là très clairement, tout le monde stop à break-even, on prend quelques bénéfices et on ira chercher les 3675 $. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades. Pour rappel, je suis absent jusqu'à la fin de la semaine, y compris en début de semaine lundi. Donc, je vous retrouverai à partir de mardi prochain pour vous faire un nouveau point complet sur la planète finance.